Esprit, c'est le chef qui te parle, tu m'entends? Tape un coup. Je t'ai pas entendu, retape un coup. Est-ce que tu me veux du mal? Tape 2 coups. Au début des années 1970, la commune niévroise de La Machine, proche de Nevers, vit les dernières heures de son histoire minière. On le sait peu, mais dans la Nièvre aussi, l'exploitation du charbon a eu son âge d'or. Durant près de 100 ans, cette industrie offrit aux habitants de la région une qualité de vie appréciable. Les offres d'emploi tombaient du ciel, les maisons poussaient comme des champignons et les commerces tournaient à plein régime. Son drôle de nom, La Machine, le doit d'ailleurs aussi à ses mines de charbon, ou plus exactement à son lourd manège à chevaux qui permettait de remonter les mineurs des profondeurs. Encore aujourd'hui, on l'appelle comme ça ce village, La Machine. À cette époque donc, la plupart des habitants de la commune, même s'ils ne travaillent plus à la mine depuis de longues années parfois, vivent dans des cités ouvrières construites à proximité des anciens puits. Dans le nord de la France, on les surnomme les fameux corons. Dans ces lotissements, les bâtisses sont en briques, toutes semblables et divisées en plusieurs logements par de minces cloisons. Si elles offrent un certain confort moderne, leur mitoyenneté est souvent dérangeante et force malheureusement à la promiscuité entre voisins. C'est précisément dans l'une de ces habitations que surviendra cette année-là une bien étrange affaire. Une affaire qui encore aujourd'hui, près de 50 ans plus tard, fait frémir ceux qui s'en souviennent. Celle du mur qui parle. Début novembre 1973. Depuis quelques jours déjà, la nuit noire enveloppe les petites rues du village dès 18h. Ce soir-là, alors qu'il se trouve chez lui aux côtés de sa femme et de son fils de 11 ans, M. P perd patience. Encore ces satanés coups dans le mur. Qu'est-ce qu'elle veut à la longue? Jouer avec leurs nerfs? Ou alors c'est encore l'une de leurs scènes de ménage? Son épouse a raison. Cette bonne femme-là, c'est une plaie. De toute façon, tout le quartier dit qu'elle est acariâtre et frustrée. Il plaint son mari. Comme lui, il travaille encore à la mine au puits des Minimes. Lui, c'est un bon gars. Enfin, qu'importe, c'en est trop. Monsieur P se précipite hors de chez lui et tambourine à la porte de Monsieur et Madame U, un couple de quadragénaires sans enfants. Monsieur P ouvre la porte. Il écoute son voisin, interloqué. Des coups dans le mur, en voilà une bonne. S'il y a bien quelqu'un qui doit se plaindre de ces fichus coups dans le mur, c'est lui. Depuis 3 jours, il lui file la migraine, toute la soirée qui plus est. Quand on rentre d'une journée de travail éreintante, vous parlez d'une chose agréable. Il ferait mieux de cuisiner son gosse plutôt que de s'en prendre à lui. Monsieur U revient chez lui aussi furieux que troublé. Ce serait donc Dominique, son propre enfant, qui causerait tout ce dérangement. Et il lui aurait menti en affirmant que lui aussi était gêné par ces bruits. Ah ça, Dominique le jure, il n'y est pour rien. D'ailleurs, lui, les coups l'empêchent même de dormir, parfois jusqu'à minuit, voire 1h du matin. C'est qu'il résonne fort dans sa chambre et plus précisément dans le mur contre lequel est appuyé son lit. Dès qu'il se glisse dans ses draps, les boum-boum commencent.
Boum, 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 boum. L'adolescent ajoute quelque chose d'étrange. Il a remarqué que ces bruits sourds paraissent lui répondre, comme si la personne qui cognait dans le mur s'en servait pour communiquer. Dominique est forcément le responsable. De l'autre côté du mur se trouve justement la chambre de ses parents. Et au-dessus comme au-dessous des deux pièces, c'est simple, il n'y a rien. La maison ne possède pas d'étage. Dominique est formel. Il ne ment pas. Et il est fatigué. Le lendemain, Monsieur U invite Monsieur P à se rendre chez lui pour lui prouver que sa femme n'a rien à voir là-dedans. Dans l'autre appartement, Dominique et sa mère tendent aussi l'oreille. C'est donc vrai. Ça cogne dans le mur, celui de la chambre de Dominique, mais personne n'est à proximité. Comment est-ce possible? D'où viennent ces bruits? Monsieur U va parler de son problème à un autre de ses voisins. C'est cet homme qui avertira les forces de l'ordre que 2 familles du village sont les victimes d'une bien mauvaise blague dont il est temps de démasquer le coupable. Le gendarme Vuillou est le premier à prendre connaissance de l'affaire. Il envoie le soir même une brigade chez la famille U aux alentours de 20h30, heure à laquelle les coups, lui a-t-on dit, ont pour habitude de commencer à se faire entendre. Ils resteront sur place 30 minutes, sans être témoins de quoi que ce soit. Intrigués, ils s'engagent tout de même à revenir après leur dîner à la caserne. C'est lors de cette seconde visite qu'ils entendront à leur tour, pour la première fois, le mur parler. La rumeur se répand comme une traînée de poudre dans le voisinage. Il y a un esprit, ou du moins quelque chose, qui se manifeste à travers la cloison d'une maison des Minimes. Rapidement, c'est tout le village qui accourt pour entendre de ses propres oreilles. Le commandant de la brigade de gendarmerie de la Machine, l'adjudant Bernard Gilbert, se rend lui aussi dans la maison. Interviewé pour France Musique en 2015, il se souvient des faits comme s'ils dataient d'hier. Je me suis rendu sur place le 5 novembre 1973 dans cette famille, et c'est là que j'ai pu constater moi-même, avec un de mes gendarmes à l'époque, les coups qui étaient frappés dans le mur. Et j'ai entendu moi-même les coups résonner dans la cloison, qui était une cloison de briques plâtrières, 7 cm environ d'épaisseur, séparant la chambre du fils de celle des parents. Mais alors le problème, c'est que ça s'est dit dans toute la cité. Ça a d'abord commencé par les voisins qui venaient entendre le fantôme, si vous voulez, ou l'esprit frappeur. Les gens n'y croyaient pas, il y en a même qui se sont presque trouvés mal en les entendant. C'est vrai. Car les coups, comme le disait Dominique, sont bien plus que de simples coups. Ils semblent correspondre à une forme de langage qui laisse à penser qu'un esprit malin se cache dans ce mur. Alors, tu connais toute la machine? Tape un coup. Oui, t'es intelligent. Alors t'es intelligent, tu sais? Un coup, vas-y. Écoute-moi bien, tape un coup. Qu'est-ce que... Alors, si c'est le gendarme Berger qui est là, tape un coup. Si c'est le gendarme Berger qui est là, tape un coup. Bien sûr, la brigade effectue dans un premier temps toutes sortes de vérifications pour s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie dans la tuyauterie ou encore le système de chauffage. Rien de ce côté. L'autre piste envisagée est évidemment celle du grotesque canular, organisé par Dominique lui-même ou un autre plaisantin. Des gendarmes se placent alors de part et d'autre du mur et veillent à ce que ni Dominique, ni son père, ni sa mère ne le touchent lorsque les coups se font entendre. Ils vérifient aussi qu'aucun dispositif électronique, un haut-parleur ou même un talkie-walkie, ne soit caché quelque part. Enfin,
ils éloigneront Dominique de sa chambre, lui qui paraît depuis le début connecté en quelque sorte à l'esprit. Mais ils doivent se rendre à l'évidence. Après plusieurs jours d'enquête et de fouilles, ils n'ont pas constaté la moindre trace de dysfonctionnement ou de supercherie. À chaque coup, à chaque question, le mur vibre de l'intérieur et répond de façon intelligente. Le gosse avait même gratté sur la cloison, le papier, autant je me souviens, était un petit peu arraché à l'endroit où ça se produisait. Moi-même, en collant mon oreille sur le mur, je n'ai pas pu distinguer de zone précise. C'était plutôt une zone diffuse, autour d'un point central, une zone diffuse de 20 à 30 cm. Et là, les coups se produisaient. Mais ce n'était pas sur un point très restreint. Mes collègues, il y en a qui doutaient en y allant. En revenant, ils ne comprenaient pas. Certains gendarmes, d'abord sceptiques, confessent se sentir mal. Choqués par ce dont ils sont témoins, ils rechignent même à poursuivre l'enquête, rapporte Bernard Guilbert. Le plus troublant dans l'histoire, ce sont bien évidemment ces conversations qu'est capable d'entretenir l'esprit. D'autant qu'au cours de celles-ci, il délivre aux gendarmes des informations intimes, parfois totalement confidentielles. L'adjudant se souvient précisément de l'un de ces échanges. J'ai demandé s'il me connaissait, ça a été répondu oui. Quel était mon âge? Là, il s'est trompé. Combien j'avais d'enfants? Là, il a bien dit que j'avais 3 enfants. Précision des sexes, sans se tromper, 2 garçons et une fille à l'époque. Combien nous étions de gendarmes à la gendarmerie de la Machine, et là j'ai été surpris parce que ce jour-là nous avions reçu un renfort de la gendarmerie mobile de Decize située à 6 km de là. Nous avions le renfort depuis le matin même, personne dans le pays ne savait que j'avais ces gendarmes-là, et ça a bien tapé le nombre de gendarmes au total. Ça, personne ne le savait, et puis ça a bien tapé le nombre de 7 gendarmes. Puisque ce fantôme semble tout savoir, la famille P et la brigade décident de le mettre à l'épreuve. Ils lui demandent les résultats du tiercé du lendemain. L'esprit s'exécute et frappe successivement le nombre de coups correspondant au numéro des 3 chevaux gagnants. Esprit, dimanche dernier, tu m'as donné le tiercé. Est-ce que tu veux bien me le redonner? J'avais mal entendu. Le premier cheval. Le deuxième cheval. Le troisième cheval. Plusieurs gendarmes vont parier quelques billets. Après tout, pourquoi se priver? Mais seuls 2 chevaux sur 3 s'avéreront justes. On apprendra le jour suivant que le favori, blessé, a été mis hors jeu juste avant la course. Paradoxalement, cette information, l'esprit la donnera aussi ce jour-là. J'avais demandé combien il y avait de partants au tiercé du lendemain. C'était un tiercé de haies. Je crois qu'il y avait, autant je me souvienne, 14 partants et ça a tapé 13. J'ai fait répéter, ça a retapé 13 coups. Ce n'est que le lendemain, vers 11h, que Maurice Bernardet sur RTL annonçait qu'il y avait un non partant. Alors au lieu de 14, il n'y en avait bien que 13. Donc pensez ce que vous voudrez, mais enfin c'est comme ça. À plusieurs reprises, l'esprit va aussi battre la mesure sur des morceaux qu'on lui fredonne. On lui chante « Viens » de Marie Laforêt, un titre qui passe en boucle à la radio à cette époque. À chaque fois, les petits coups rythmés retentissent dans le mur à la manière d'un doigt frappant le tempo sur un coin de table. Même chose avec une marche militaire. Mais si ces expériences-là sont presque amusantes, d'autres sont beaucoup plus inquiétantes. La famille P raconte qu'une fois les gendarmes partis, les coups se font souvent plus violents, au point parfois de faire trembler le lustre de la cuisine. Un soir, l'adjudant Bernard Guilbert laisse son magnétophone tourner dans la chambre. Ces coups menaçants, qui font vibrer jusqu'à son micro, il les entendra lui aussi sur la bande.
Ce soir-là, nous avons fait semblant de partir, on a dit au revoir, et en fait, on est resté. Et mon magnétophone tournait tout seul dans la chambre de Dominique, sur un tabouret ou une chaise, et des coups très violents, ayant même fait trembler mon micro, se sont produits dans la cloison, dont un coup très très fort. Les conséquences de l'affaire commencent à se faire sentir sur Dominique. Au collège, il a de plus en plus de mal à suivre les cours. Il faut dire que même les médias commencent à s'en mêler. Après la presse locale, c'est l'agence Sigma qui vient réaliser une série de photos dans la maison du mur qui parle. Elles finiront dans Paris Match. La mère de Dominique, elle, veille sur son fils. Il est souvent perdu devant tout ce monde qui lui tourne autour et lui demande de discuter avec l'esprit. Alors c'est elle qui pose les questions, et lui ne fait que les répéter. Après tout, il n'a que 11 ans. Après 2 bonnes semaines de tapage, la gendarmerie, jusqu'ici impuissante, a peut-être un début de solution. À la caserne est arrivée une lettre dans laquelle une famille de la région rapporte sa propre expérience. Ils avaient été victimes eux aussi lorsqu'ils étaient dans les Bouches-du-Rhône d'un fait particulier concernant leur fille qui était en âge pubère aussi, comme ce jeune garçon, comme Dominique. Et c'était pas des coups dans le mur, mais à chaque fois que la jeune fille rentrait dans sa chambre le soir pour aller se coucher, au moment où elle se déshabillait, le sol de la chambre était en parquet en bois, il y avait comme une cavalcade de chevaux qui traversait le parquet de la chambre. Et à cette époque-là, des gens leur avaient conseillé d'éloigner la petite dans la famille ou ailleurs pendant au moins 15 jours et de la laisser revenir après, que les faits disparaîtraient. C'est ce qu'ils ont fait. Et ça ne s'est pas reproduit. Dominique est envoyé durant 1 mois chez l'une de ses tantes. Dès le soir de son départ, le phénomène s'arrête. À son retour, le mur restera silencieux. Pour toujours. Ça l'a très marqué et je crois autant me souvenir, et d'après ce que je puis savoir actuellement, il ne veut plus entendre parler du tout de cette affaire, ne plus avoir de contact avec ça, mais ça l'a marqué, sans aucun doute. Mais je me mets à sa place, hein. Même les parents, ça a dû les marquer énormément aussi. Hein. En 1977, soit 4 ans plus tard, il racontera pour la dernière fois son histoire devant les caméras de FR3. L'adage populaire veut que les murs aient des oreilles. Dans le cas de l'affaire de la machine, on pourrait croire qu'ils ont aussi parfois une conscience. Mais en partant du principe que ce mur fut momentanément bel et bien habité, qui put bien être son hôte ? Un esprit s'éveillant en la présence de Dominique ? Ou Dominique lui-même ? Pour tenter de répondre aux questions que posent encore aujourd'hui ces événements survenus il y a près de 45 ans, je me suis tournée vers Philippe Baudouin. Philippe Baudouin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes réalisateur de radio, mais vous êtes surtout, si on peut le dire ainsi, historien de l'occulte. C'est un regard quasi anthropologique que vous portez sur les phénomènes paranormaux recensés au cours de notre histoire, mais surtout sur les hommes et les femmes qui en ont été les témoins. Vous avez par exemple consacré un très bel ouvrage au gendarme français Émile Tizanet, qui a enquêté toute sa vie en parallèle de ses fonctions militaires sur des affaires de hantise survenues en France. L'affaire de la machine, Émile Tizanet la connaît bien, puisqu'il s'est rendu sur les lieux 3 ans après les faits.
Et forcément, Philippe Baudouin, vous aussi, vous la connaissez bien cette affaire, car c'est vous, en 2015, qui avez interviewé pour France Musique l'adjudant Bernard Guilbert à son domicile, dans la Nièvre, où il est resté toute sa vie. Vous avez surtout précieusement exhumé les extraits sonores de l'époque, qu'on a entendus à plusieurs reprises dans le récit, des archives de cet ancien gendarme pour les intégrer à une incroyable compilation vinyle sortie en juillet dernier. Spectra Ex Machina, une anthologie sonore de phénomènes occultes, 1920-2017. C'est une compilation sur laquelle vous avez rassemblé des sons d'archives enregistrés depuis les années 20 lors de séances de spiritisme ou de manifestations paranormales. Philippe Baudouin, cette affaire de la machine, elle n'a jamais été expliquée. C'est quand même incroyable, ça. Ouais, c'est ça qui est assez problématique et en même temps qui fait le charme, un peu, je trouve, de cette affaire-là, parce que, à ma connaissance, c'est un des rares cas de poltergeist en France, donc d'esprit frappeur, hein, pour le dire vite, qui était à la fois assez documenté, dont la presse s'est fait l'écho. Il y a une pleine page dans Paris Match dans les années 70, et en même temps, il y a eu une enquête qui a été menée, mais qui n'a jamais véritablement abouti, qui a été, à ma connaissance, classée sans suite, malgré tous les témoignages qui avaient été recueillis, notamment d'officiers de gendarmerie, comme Bernard Guilbert, qui est aujourd'hui à la retraite, hein, que j'ai rencontré il y a quelques années de ça pour une interview pour Radio France. Et voilà, et c'est ce qui fait la particularité, la singularité de cette affaire, c'est de se dire, voilà, on dispose d'éléments, notamment des documents audio, une bande magnétique, qui est la propriété en fait de Bernard Guilbert. Hein. Il a eu la bonne idée à l'époque de se rendre sur les lieux avec son magnétophone à bande, son micro, etc. Et d'avoir cette volonté comme ça de recueillir une preuve matérielle, tangible, pour justement écarter par principe toute suspicion, et d'enregistrer. Il a réussi comme ça à enregistrer près de 30 minutes, ce qui est extrêmement long, hein, vraiment dans cette histoire qu'on pourrait appeler l'histoire de l'enregistrement occulte. C'est à ma connaissance un des documents les plus importants, ne serait-ce que quantitativement parlant. On va reparler de cette bande tout à l'heure, mais pour revenir sur les faits, et notamment sur l'enquête, comment a été mené tout le travail de vérification de la gendarmerie ? Je dis ça parce que c'est quand même un cas inhabituel, quel que soit le lieu ou l'époque à laquelle on se trouve. C'est relativement simple. Bon, déjà, dans les faits, ça dure à peu près 4 semaines, ce qui est court et long en même temps. Court pour l'enquête, long pour aussi causer du désordre dans la ville. La ville de la Machine, qui a ce nom improbable, c'est une ville minière. Hein. La Machine, c'était le nom qu'on donnait effectivement à un appareil pour extraire le minerai, mais aussi pour transporter les mineurs de l'époque. Donc, ce qu'il y a de particulier, c'est que, comme tout village, comme toute petite bourgade qui se respecte, effectivement, ce genre de rumeurs court très vite dans les rues, et ça cause pas mal de tracas dans justement la vie de tous les jours, etc. Et à cette époque, en quelques jours seulement, à partir du moment où effectivement Dominique va raconter à ses parents qu'il y a un esprit qui habite, ou qui habiterait en tout cas le mur de sa chambre, forcément il y a non seulement un mouvement de panique qui se produit au sein du cocon familial, mais très rapidement ça vient contaminer comme ça vient se propager aux alentours, tant et si bien que il y a énormément de badauds, jour, nuit, qui se relaient, effectivement, qui tapent à la porte, qui veulent entendre, comme tout le monde, ce fameux mur qui parle. Donc, très rapidement, au bout de quelques jours seulement, Guilbert et ses hommes vont être alertés. Guilbert vient juste d'être nommé dans la brigade, justement à la direction de la brigade de la Machine. Et il prend ça très au sérieux, parce que effectivement au départ, il va inspecter vraiment toute la maison. Donc il faut imaginer une petite maison de mineurs, assez modeste effectivement, comme ça en chaîne, dans une cité, la cité des Minimes, hein, c'est le nom. Là où on se trouve, et effectivement non seulement tout le monde se connaît, mais il y a une très forte promiscuité. Donc, il va falloir écarter toute possibilité de nuisance volontaire de la part des voisins. Et à partir de là, donc Guilbert va écarter très rapidement la possibilité qui est une volonté de nuire, de porter atteinte comme ça à la tranquillité des voisins. Et très 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 vite, il va s'apercevoir effectivement que il n'y a pas non plus
de problèmes sur le plan physique. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de la tuyauterie, des canalisations, de phénomènes d'écho qui pourraient être produits ou de retentissement, de craquements dus aux installations. En fait, donc sur le plan seulement architectural, on va dire, ou la structure même en fait de l'édifice, voilà, il y a aucune difficulté de ce côté-là. Selon lui, voilà, il a eu beau inspecter tout ce qui était possible d'inspecter, rien ne vient de ce domaine-là. Donc, seule possibilité. Soit on se trouve face à un énorme complot familial, où effectivement c'est toute la famille du petit Dominique qui a voulu créer l'événement, admettons, pourquoi pas. Mais très rapidement, non, ils constatent que les témoins sont plutôt de bonne foi, ils ont d'autres problèmes à régler, on est loin d'être dans une situation, on va dire, extrêmement confortable d'un point de vue économique, social. Bon, l'idée c'est de vivre en collectivité. Aussi dans cette cité. Donc, créer volontairement du désordre, c'est inconcevable, selon lui. Et dernière possibilité, celle des hallucinations auditives. Et on n'a pas évoqué la malveillance potentielle. Peut-être que quelqu'un leur en veut dans la cité, voire dans le voisinage, et que cette personne a exploité une faille acoustique, quelque chose d'un peu improbable, découvert par hasard, qui lui permettrait d'entendre non seulement ce qu'il se passe dans cette pièce, mais aussi peut-être d'y faire résonner des coups. Peut-être même que cette personne, elle s'est juste amusée, sans avoir forcément de grief contre eux. Alors voilà, oui, donc ça, effectivement, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'expertise menée par un acousticien, par exemple. Ça aurait été intéressant de faire procéder à ce genre d'analyse. Ça n'a pas été le cas. Faute de moyens aussi, sans doute. On est encore une fois dans une petite ville, une petite brigade de gendarmerie sans prétention. De là à faire missionner un acousticien pour ce genre d'événement, qui plus est réputé paranormaux, les relations entre la gendarmerie, le parquet du coin, etc. Bon, déplacer autant de moyens pour ce qu'on considère à l'époque comme quelque chose de farfelu, ça me semble vraiment complètement inenvisageable. Donc, oui, il y a toujours la possibilité de parfaire l'analyse. Il y a aussi tout simplement, d'un point de vue ne serait-ce que physique et géographique, encore une fois, on est dans un bassin minier, on est dans un lieu qui est d'une certaine manière, rempli de cavités. On est dans effectivement un terrain, on se trouve sur un terrain, les fondations, ce sont d'énormes espaces finalement qui peuvent servir de formidables chambres d'écho. Et comme vous le disiez, on peut tout à fait imaginer que par un phénomène de résonance acoustique, des coups donnés à un endroit bien précis se réverbèrent, se répètent jusque dans précisément le mur de cette chambre, la chambre de Dominique. Alors, ce qui est vraiment intéressant, et qui d'ailleurs ne vient pas forcément contredire ce que vous venez de dire, c'est que ces coups semblent intelligents. Donc, on lui pose des questions à ce mur et il répond. Au fur et à mesure s'établit une forme de dialogue, de langage, en présence ou non de Dominique, puisque Bernard Guilbert vous a dit que sa présence n'était pas forcément nécessaire pour que les coups se fassent entendre. Oui, c'est ça. C'est ça qui est assez étrange et intriguant pour le coup. C'est de se dire que ces coups répondent à une volonté intelligente, en fait. En tout cas, leur origine n'est pas fortuite. Il y a vraiment, d'après leur structure, leur répétition, leur rythme, leur intensité, il y aurait, en tout cas, c'est ce que pensait Guilbert, ce que pense toujours Guilbert, une intelligence à l'origine. Alors, une intelligence humaine ou pas, c'est ça, en fait, la grande question. On n'en sait rien. Toujours est-il que c'est souvent le gamin, Dominique, à l'époque, qui a 11 ans, qui déclenche les phénomènes. C'est-à-dire que c'est lui, en tout cas, qui ouvre le bal à chaque fois, même si sa mère se prête au jeu, son père également, les gendarmes, par la suite aussi. C'est ce qu'on entend dans la bande, puisque le gendarme Guilbert va poser lui aussi des questions au mur et le mur va répondre. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, Dominique,
il est ce que les psychologues aujourd'hui appellent la personne focale, c'est-à-dire que c'est la personne autour de laquelle les phénomènes vont apparaître. Tisanet, le gendarme Tisanet sur lequel j'ai longtemps travaillé et qui lui, entre les années 30 et les années 80, s'est spécialisé sur ce genre d'affaires de maisons hantées et lui-même est venu donner son expertise sur cette affaire de la machine, parler de sujets épicentres. Et il avait remarqué, c'était pas le premier d'ailleurs, loin de là, c'était pas du tout un pionnier en la matière. Il remontait même jusqu'à certains écrits de la fin du 19e, il disait souvent, en fait, dans les phénomènes de maisons hantées, il n'y a pas de fantômes. Mais ce qui est sûr, c'est que la plupart du temps, il y a des adolescents, des adolescentes surtout, avec une tranche d'âge assez précise, c'est-à-dire entre 10 et 15 ans. Et là, pour le coup, avec Dominique, ça concorde parfaitement, qui serait à l'origine de ces phénomènes. Tisanet, lui, parlait de petite hantise. Il faisait une distinction qui est assez savoureuse, je trouve, entre la grande hantise. Il disait la grande hantise, c'est effectivement le stéréotype du fantôme, avec le linceul, le boulet, dans le manoir anglais, etc., avec tout l'attirail qu'on lui trouve habituellement. Et puis la petite hantise, qui ne joue pas tant sur l'apparition spectrale que sur le parasite ou les parasites qu'elle provoque, auxquels elle donne lieu dans la maison. Et donc ça se traduit comment ? Tisanet l'expliquait à sa manière, il disait il y a plusieurs manières pour une maison d'être victime d'une petite hantise. Ça peut se faire par des phénomènes de jets inexpliqués de pierres, donc des pluies de pierres, de projectiles. Ça peut se faire par le biais de coups frappés. C'est le cas pour Dominique, pour cette fameuse histoire du mur qui parle. Et puis aussi des cas un peu plus rares d'incendie spontané, de combustion spontanée. Pas forcément de corps humain, mais plutôt de mobilier, de draps, de tissus, de fibres, etc. à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on sort un petit peu de cette vieille croyance spirit où le fantôme, c'est un revenant, pour se centrer sur une autre idée qui serait peut-être plus complexe, mais peut-être plus intéressante d'un point de vue rationnel, qui serait finalement, il y aurait à travers ces phénomènes-là la possibilité de concevoir dans la maison hantée, si on veut l'appeler comme ça, une énergie qui se déploierait, mais à l'origine de cette énergie se trouverait un adolescent ou une adolescente. Donc c'est une hypothèse qui est l'hypothèse parapsychologique, qui n'est pas l'hypothèse spirit, qui serait vraiment aux antipodes de cette croyance en la survie justement de l'âme, etc. Mais plutôt de se dire, non, en fait, c'est pas du tout un fantôme de mort qui se manifeste dans l'habitation, c'est un fantôme de vivant quelque part. C'est l'énergie de cet adolescent que lui-même n'arrive pas à canaliser. C'est le moment de la puberté, avec tout son lot de mutations morphologiques, physiologiques, sexuelles, etc., etc., que lui ne parvient pas à canaliser et qui vient comme ça, brutalement, court-circuiter la tranquillité de la maison. Et ça a été, c'est ça qui est intéressant, l'analyse faite à l'époque par Tisanet, en tout cas quelques années après, pour les besoins d'une reconstitution, pour un feuilleton télé. Tisanet s'était rendu sur place, était venu prêter main forte, d'une certaine manière, à son camarade Gilbert. Et Gilbert, lui, avait réfléchi un petit peu à la même chose. Il s'était fait un petit peu la même remarque, il s'était dit, bon, cette histoire de revenant, ça tient quelques secondes, mais finalement, il faudrait peut-être plutôt s'orienter vers la question psychologique de l'adolescent. Bernard Gilbert vous explique en 2015 qu'il reçoit une lettre à la gendarmerie, une lettre dans laquelle une famille de la région lui explique qu'elle a vécu une situation à peu près similaire avec leur adolescente. Il raconte dans ce courrier, on l'a entendu, qu'à chaque fois que les jeunes filles s'apprêtaient à aller se coucher et se déshabillaient, le parquet tremblait, comme sous l'effet d'une cavalcade. C'est donc ce courrier qui va guider Bernard Gilbert et l'amener à trouver la solution, enfin en tout cas une solution, pour que ces nuisances s'arrêtent. Oui, parce que la mission première du gendarme, c'est rétablir l'ordre, y compris l'ordre domestique, à commencer par l'ordre domestique. Donc, Tisanet faisait un petit peu la même chose. C'est-à-dire que Tisanet, certes, intervenait à titre privé sur le terrain, mais il en venait non seulement au même diagnostic,
mais aux mêmes solutions proposées aux plaignants. Parce que pour Gilbert, la famille de Dominique reste une famille de plaignants. Ce sont des victimes auxquelles il faut porter secours. Et l'idée de Gilbert, c'est l'éloignement. Et il y a ce témoignage qui arrive vraiment à point nommé, avec cette gamine dont les parents racontent que systématiquement, lorsqu'elle se déshabille dans sa chambre, c'est une adolescente aussi, on entend des bruits dont il est impossible de localiser l'origine. Et tout de suite, on le voit encore une fois, il y a cette dimension sexuelle dont vous parliez, la question de la puberté, la question aussi, quelque part, du voyeurisme aussi, mais un voyeurisme qui serait, on va dire, exercé, pratiqué par quelqu'un de non localisable. C'est ça qui est délicat, c'est-à-dire que effectivement, les murs ont des oreilles, mais ils auraient aussi des yeux. C'est un peu le cas de ce qui se passait, d'après ce que racontent les parents de cette jeune fille dans cette lettre. C'est-à-dire qu'elle serait, on va dire, la cible d'un observateur non identifiable. C'est pareil dans le cas de Dominique. Dominique confesse au début que les coups commencent précisément quand il se glisse dans ses draps. Donc là aussi, le mur voit, ou en tout cas, il le sent. Oui, c'est ça, c'est le rapport au corps, mais un rapport qui se fait dans une invisibilité, on va dire, inatteignable. C'est ça qui fait toute la difficulté de cette affaire. C'est-à-dire qu'il y a ce mur, par commodité, on parle du mur qui parle, mais finalement, l'entité... à partir du moment où on n'arrive pas à la localiser, elle est partout et nulle part à la fois. Il y a presque quelque chose de divin, un peu dans la dimension que présente cette entité. Elle est omnisciente, elle est a priori omnipotente. Bon, c'est ça qui déroute tout le monde. Non seulement la famille, les voisins, mais aussi et surtout Gilbert. Et c'est ça qu'il y a de plus redoutable pour un gendarme. C'est de ne pas réussir à localiser et à identifier un potentiel suspect dans une affaire de désordre public. Pour le coup, c'est tout ce que déteste un gendarme, par définition. Et c'est peut-être aussi ce qui explique et a expliqué son acharnement et aussi la mémoire qu'il a gardée, le souvenir qu'il a gardé de cet événement-là. Ça l'a profondément marqué et chamboulé. Moi, je me souviens de lorsque je l'avais interviewé, d'avoir eu en face de moi voilà, quelqu'un de très, très ému, très sensible et voilà, et qui avait vécu à ce moment-là vraiment un moment de bascule. C'est-à-dire entre le moment où il avait jusqu'à l'âge de 30 ans mené une carrière toute simple en fait de gendarme et ce moment-là en 73 où il avait vécu cet événement, il y avait vraiment quelque chose qui avait presque vrillé en fait dans sa manière de concevoir justement ce rapport à l'invisible, ce rapport à l'enfance aussi qui est très complexe pour lui à cause notamment de cet événement avec Dominique et sa petite famille. Ouais. Vous qui l'avez rencontré, puisque vous êtes allé l'interviewer chez lui, dans son village proche de la Machine, il en parlait difficilement de cette affaire. Il a accepté un peu à reculons de répondre à vos questions ou au contraire, est-ce qu'il était plutôt content de l'évoquer à nouveau ? Il faut dire qu'il était assez réticent au départ, non seulement parce que la télé l'avait déjà à de nombreuses reprises interviewé depuis l'affaire, depuis la fin des années 70. Et très souvent une télé assez sensationnaliste, on va dire, en soif de scoop. Et donc ça l'intéressait pas parce que souvent son propos était dénaturé ou on prenait pas en considération toute la complexité de l'affaire, tous les acteurs de l'affaire. Donc ça l'avait énormément agacé. Et c'est vrai que, j'étais loin d'être la première personne à vouloir l'interviewer là-dessus, donc il a fallu un petit peu insister. Mais après, une fois ce moment un peu difficile passé, il s'est vraiment livré et il m'a raconté à quel point ça l'avait touché et ça l'avait aussi remis en question dans ses propres principes, c'est-à-dire sa propre formation de militaire, de gendarme, et quelque part le dénuement dans lequel il se trouvait pour faire face à ces phénomènes, parce que ce que disait déjà Tisanet à sa manière dans les années 30, c'était que la gendarmerie n'était pas du tout armée pour faire face à ce type d'affaires. On sait que souvent les gendarmes travaillent en zone rurale et dans certaines régions de France, la sorcellerie par exemple est très, très présente.
donc des affaires d'envoûtement, etc. C'est assez récurrent. Voilà. Et ça, il le déplorait. Vraiment. Il le déplorait parce qu'il se disait que réellement quelque chose avait lieu. Quoi, on ne sait pas. Il ne le sait toujours pas. Je crois que personne ne le sait, véritablement. Mais comment y faire face et comment y mettre un terme, surtout. Alors, sa solution, ça a été celle de l'éloignement. Qui a marché. Qui a marché. C'est pas la seule fois dans ce genre d'affaires où ça marche. Alors, la difficulté aussi, c'est, bon, on a ce document sonore, cette archive qui est assez incroyable, mais il y a aussi l'impossibilité qu'on a aujourd'hui, en 2019, d'avoir accès au dossier. Donc là, je parle du dossier, on va dire, judiciaire, puisqu'il est encore considéré comme non communicable. Donc il faudra encore attendre quelques dizaines d'années avant d'y avoir accès, mais ça permettrait de connaître aussi vraiment les tenants, peut-être un peu plus en précision, les tenants et les aboutissants de l'affaire. Bon, ça reste inexpliqué, mais peut-être l'étude du dossier permettrait d'avoir un peu plus d'éléments, peut-être serait-ce que sur la psychologie des acteurs en question. Alors, il y a quelqu'un dont on a rapidement parlé tout à l'heure, on a évoqué son nom, c'est Yves Lignon. Oui, alors, qui c'est Yves Lignon ? Alors, Yves Lignon, c'est un personnage assez singulier. C'est un professeur de mathématiques qui a longtemps enseigné à l'université de Toulouse et qui était dès ses débuts et qui est toujours passionné de parapsychologie, de phénomènes paranormaux, qui dit avoir une approche, on va dire, rationnelle de ces phénomènes-là et qui est allé même jusqu'à, on va dire, constituer dans son bureau à l'université un laboratoire de parapsychologie qui n'a absolument rien d'officiel. Hein. Il y a eu pendant très longtemps avec la direction de l'établissement de l'université un conflit avec lui. Bon, ça n'a absolument aucune reconnaissance institutionnelle à ma connaissance et c'est toute la difficulté du positionnement de Lignon. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de fort sympathique mais qui s'est rendu sur l'affaire pour mener son enquête, mais voilà, il a eu une démarche d'écoute qui est tout à fait louable, etc. Mais là où c'est délicat, c'est que son enquête, encore une fois à ma connaissance, n'a jamais eu de répercussions officielles sur les investigations menées à l'époque. L'INA conserve aujourd'hui une émission, un feuilleton et un documentaire qui ont été consacrés à l'affaire 3 ans après. Je mettrai le lien vers les archives INA dans les crédits de l'épisode. Voilà, et ça date des années 75-76. En fait, il y avait eu toute une démarche à l'époque entre la télévision... le service public de l'audiovisuel et la direction de la gendarmerie pour mettre en avant certaines affaires à travers ce qu'on appelait à l'époque des feuilletons télé. Et ils sont devenus par la suite des sitcoms et puis des séries aujourd'hui. Mais à l'époque, voilà, on avait envie de mettre un peu en avant certaines enquêtes dans des domaines un peu sulfureux, des faits réels, hein, vraiment. Et c'est vrai que la machine s'y prêtait bien. Et Lignon avait rencontré Calfon, le réalisateur de l'époque, qui l'avait incité à se rendre sur les lieux pour essayer d'apporter son expertise, ne serait-ce que d'un point de vue psychologique. Et là où c'est assez intéressant de sa part, quand bien même effectivement son enquête ne présente pas de caractère officiel, institutionnel, etc. Ce qui est intéressant, c'est que Lignon a très vite décelé en fait chez Dominique, chez cet enfant, une relation assez, on va dire, fusionnelle avec la mère. Un père donc mineur, très occupé, effectivement, un travail harassant de mineur, bon, etc. Et une mère, on va dire, très bavarde, assez envahissante. On l'entend sur la bande magnétique de Bernard Guilbert, elle lui souffle les réponses. Et elle a l'air très présente, presque un peu étouffante avec cet enfant. Oui, alors sans forcément parler de castration ou de relations oedipiennes avec sa progéniture, il y a quand même quelque chose un petit peu de cet ordre-là qui se joue en fait dans cette relation. Et pour Lignon, en tout cas, c'était vraiment un peu les conclusions de son analyse, c'est de se dire effectivement, ce sentiment un peu d'envahissement de la figure maternelle dans ce territoire qui est celui d'un adolescent, donc en construction, en pleine mutation, etc. C'était quelque chose qui finalement serait venu, je parle au conditionnel, court-circuiter
à travers ces phénomènes-là. C'est-à-dire que sa manière de contester, de se révolter quelque part, ça aurait été non pas le langage, mais justement ce déploiement d'une énergie comme ça, non canalisée, une énergie sauvage comme ça dans la maison. Le phénomène de poltergeist, pour le dire très très vite, avec ce mur qui viendrait comme ça frapper, marteler sa colère en fait. Donc ça c'est une analyse qui se tient, je trouve, qui est assez intéressante parce qu'elle s'appuie essentiellement sur la psychologie des acteurs, en l'occurrence la psychologie de l'adolescent, donc Dominique, et elle écarte, en tout cas un tant soit peu, la croyance. Donc il y a quelque chose de psychologique qui s'est joué, que Lignon a, je trouve, assez bien senti à l'époque. C'est ce qu'il avait mis en avant lors de cette expertise, qui n'a, encore une fois, je le répète, rien d'officiel, mais qui donnait, on va dire, une certaine humanité à laquelle on est forcément sensible dans cette histoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est symétriquement à l'image des premières interprétations qu'on va pouvoir étudier à partir de la fin du 19e chez les premiers spécialistes de ces phénomènes-là. C'est-à-dire que lorsqu'en Angleterre, à la fin des années 1870, début des années 1880, les premiers instituts de recherche en parapsychologie se créent, je pense à la Society for Psychical Research, qui est vraiment au monde la première institution vraiment à fédérer comme ça des spécialistes de ces questions-là. Il y a une commission qui est structurée autour de ces questions de maisons hantées. Et il y a un sceptique qui s'appelle Frank Podmore qui travaille sur ces phénomènes et qui développe une théorie qui va s'appeler la théorie de la vilaine petite fille. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire effectivement très souvent, et c'est un des tout premiers à affirmer ça, c'est de se dire très souvent dans ces maisons-là, on trouve un adolescent, une adolescente surtout, qui est à l'origine involontaire ou inconsciente des phénomènes observés. Alors, ceux qui ont déjà écouté des épisodes précédents d'In Tenebris, et notamment l'épisode 2 sur l'affaire Rosenheim, s'en souviendront peut-être, mais on a déjà parlé de cette fameuse théorie de la vilaine petite fille, qui est un concept franchement sexiste. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui, évidemment. Mais on se rend compte, avec l'histoire de Rosenheim, avec l'histoire de Dominique et avec tant d'autres, qu'elle a du vrai, cette théorie archaïque de Podmore, du moins sur l'aspect adolescent. Oui, c'est ça. Sauf que là, on est en présence de la théorie du vilain petit garçon, qui, pour le coup, déploie des phénomènes de même nature. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est un texte que j'aime beaucoup d'Henri Michaud, le poète, écrivain, qui avait rédigé au tout début des années 80, après avoir vu le film Poltergeist de Tobe Hooper. Ou de Steven Spielberg. Exactement. Toute une réflexion sur justement la place qu'occupait l'adolescent dans les maisons hantées. Et l'adolescente, surtout. Et dans ce texte-là, qui s'intitule Le Poltergeist, il explique... Il reprend à sa manière cette thèse parapsychologique et il dit l'adolescente qui ne parvient pas à se révolter par le langage, en fait, au moyen du langage, contre la puissance patriarcale, va utiliser une autre voie. Et ça sera ce qu'il appelle la voie directe du psychisme aux choses. Et donc, derrière un peu ce jargon-là, il y a cette idée de se dire, il y a cette énergie que contient le corps de l'adolescente qui va se déployer soudainement, brutalement, violemment, pour justement commettre ce que Michaud appelle des attentats domestiques. Et c'est une forme de terrorisme, quelque part. Alors, un terrorisme doux, qui est très limité dans les dégâts qu'il provoque, au quand sens même. Étymologique du terme. Oui, c'est ça. On fait régner la terreur dans la La maison. terreur, voilà. Elle déploie une forme, l'adolescente déploierait une forme de terreur psychique ou parapsychique dans la maison pour justement venir contrer le pouvoir du père, en fait. Et bien là, en fait, c'est l'inverse qui se produit. C'est Dominique qui déploie une forme de terreur parapsychique, c'est la même chose, mais c'était un peu l'analyse de Lignon à l'époque, à l'encontre de la mère.
cette mère étouffante, en fait. Donc ça, c'est l'analyse qu'on pourrait un peu apporter à ce phénomène-là, si on prend quelques instants pour comprendre bien ce qui se joue d'un point de vue, ne serait-ce que psychologique, pas forcément parapsychologique, mais déjà psychologiquement, comment on peut considérer cette relation-là. Ça peut être une hypothèse, à mon sens, valable pour expliquer ces phénomènes de manière rationnelle. Alors, on va parler de cette bande magnétique et du sens que vous lui donnez, mais moi, je me suis posé une question toute bête la première fois que j'ai entendu le récit de la machine. Je vous la pose parce que je suis peut-être pas la seule à me la poser. Est-ce que quelqu'un a pensé à casser ce mur à un moment ou à un autre? Parce que moi, j'aurais fini par prendre une massue pour voir non seulement ce qu'il y avait à l'intérieur, mais pour voir si ce mur continuait à parler, s'il était à terre, enfin s'il s'effondrait. Ouais, anéanti, ouais. Bah, alors je sais plus si c'était un mur porteur, un mur mitoyen, mais en tout cas, non, personne s'est risqué à faire ça. On imagine aussi que c'était, Il vous l'avez dit, toujours, des foyers pauvres, donc on n'allait peut-être pas casser un mur comme ça non, si facilement. C'est ça. Mais... Il y avait aussi une problématique financière qui se posait, de reconstruction par la suite. Ça faisait quand même beaucoup de tapage pour... déjà, rien que pour l'histoire qui se déroulait sous les yeux des gendarmes à l'époque, c'était quand même énormément de problématiques sur le plan social aussi, calmer un petit peu la tension qui était quand même assez présente dans cette cité des Minimes à l'époque. Donc non, peut-être qu'ils ont eu l'idée, Gilbert m'en a jamais parlé, mais peut-être qu'on aurait découvert tout simplement des cavités. Et on reviendrait à cette hypothèse effectivement géologique ou on va dire architecturale, de se dire phénomène d'écho ou de répétition de réverbération sonore acoustique comme ça permis par tout un circuit de cavités, pourquoi pas, mais bon. Mais ce mur existe encore alors? Oui, il existe encore puisque la maison n'a jamais été détruite. La cité des Minimes existe toujours. Donc le mur est toujours présent, au même endroit. On va parler de cette bande-son. Vous l'avez dit, Bernard Gilbert a eu la bonne idée de l'enregistrer au moyen de son magnétophone. Elle dure combien de temps, cette bande ? Elle dure à peu près 30 minutes, c'est extrêmement long. Elle a été enregistrée d'un seul tenant ou c'est plutôt une addition de moments particuliers ? Oui, il y a plusieurs séquences, mais c'est sur une même journée en fait, sur une même période de temps à peu près, avec des interruptions. Et on voit apparaître, on voit défiler tous les personnages de de ce vaudeville presque. Parce que vraiment, il y a quelque chose de très théâtral qui se joue là-dedans. Il y a l'enfant, évidemment, avec sa petite voix aiguë, avec son accent, ses expressions complètement désuètes. C'est le son d'une époque aussi. Il y a le grain, évidemment, de la bande magnétique. C'est ça qui est assez touchant, je trouve, assez beau. Il y a les chansons de l'époque, puisqu'il se met à chanter une chanson qui est assez connue, qui passe beaucoup à la radio à l'époque de Marie Laforêt. Et le mur bat le rythme. Donc il y a toute une musicalité aussi qui se fait entendre comme ça de la maison hantée, finalement. C'est quand même assez troublant d'entendre une maison qui résonne et qui entonne comme ça le refrain de la chanson de Marie Laforêt avec le gamin. Donc ça, c'est quand même assez déstabilisant. C'est à la fois drôle et en même temps, ça provoque une sensation un peu de malaise, je trouve, qui est peut-être, on va dire, augmentée avec l'absence d'image. C'est ça qui est assez effrayant, je trouve, au final. Et puis, le père, la mère et le gendarme, parce que c'est lui, quand même, qui tient le micro, faut pas l'oublier. Et c'est lui qui va rapidement se prêter au jeu avec les autres brigadiers qui sont là. Je crois qu'il y avait 1 ou 2 brigadiers qui l'accompagnaient, un ou 2 autres gendarmes. Donc, il y a ce document-là. Toujours, je trouve, ce qu'il y a d'intéressant, c'est moins, finalement, le phénomène qu'une mise en perspective, parce qu'il y a une logique, une forme d'invariance comme ça qui surgit un peu de ce phénomène-là. Quand on met en perspective, on recontextualise ce phénomène avec l'histoire de ce qu'on pourrait appeler l'histoire de l'occultisme ou l'histoire du spiritisme, c'est que là, on est en 1973, et si on remonte le temps jusqu'à, près de 130 années auparavant, en 1848, la naissance du spiritisme a lieu dans une maison hantée, et elle a lieu aussi avec une histoire de coup frappé.
C'est exactement la même chose, à la différence que ce ne sont pas, ce n'est pas un adolescent, mais 2 adolescentes, 2 gamines, les sœurs Fox, qui entendent des coups dans le mur de leur maison et qui instinctivement pensent qu'il s'agit d'un esprit, d'un revenant qui se manifeste à elle et qui souhaite communiquer avec elle. Et de la même manière que Dominique va effectivement... on va dire, Dominique ne connaissait certainement pas l'histoire du spiritisme, l'histoire des sœurs Fox, mais a eu instinctivement, intuitivement, pour ainsi dire, la même pratique. C'est-à-dire que il va développer une forme de langage très rudimentaire à travers des coups frappés, un coup pour oui, 2 coups pour non, etc., et communiquer avec l'invisible. C'est la même chose que les sœurs Fox, la même idée qu'avaient eu les sœurs Fox en 1848, le 31 mars précisément, date à laquelle les phénomènes débutent dans cette petite maison de Hydesville dans l'État de New York et qui va devenir par la suite la doctrine spirit. Ce qu'on va appeler le modern spiritualism aux États-Unis, et puis lorsque ça va être exporté en France et codifié par Allan Kardec au début des années 1850 et 1857, la date du livre des esprits, premier ouvrage d'Allan Kardec, il y a cette idée que l'acoustique, le son, le bruit occupe une place vraiment déterminante dans ce qui se veut être une nouvelle religion. Le spiritisme, c'est une école de pensée, une doctrine qui se veut fondamentalement expérimentale et qui s'appuie, on a un peu tendance à l'oublier, avant tout sur le son et le rapport au bruit, à l'environnement sonore, etc. Parce que le spiritisme est né dans une maison hantée, mais une maison hantée précisément parce que se manifestait ce qu'on pensait être à l'époque une entité à travers des bruits, des coups frappés, ce qu'on appelait des raps. Et c'est quelque chose qui, vous voyez, appartient à ce qu'on appelle des invariants, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 1848, ces phénomènes-là, 1973, la machine, une affaire de maison hantée parmi tant d'autres, mais souvent, ces phénomènes-là reviennent de coups frappés auxquels on prête une volonté intelligente que certains vont appeler par exemple esprit, revenant, défunt, désincarné, etc., etc. Et qui a toujours cette manière de manifester, de faire vibrer comme ça le cocon, on va dire familial, le foyer, à travers une forme de violence, de brutalité vis-à-vis de ses habitants, quoi. Et souvent, ce sont des enfants qui servent d'intermédiaires. Ce sont les médiums, quelque part. Philippe Baudouin, merci à vous. Merci à vous. D'abord, merci de nous avoir fait redécouvrir cette affaire, mais aussi cet extrait sonore d'époque qu'on n'a pas pu malheureusement diffuser en entier pour des questions de droit et de contraintes de temps aussi un peu. Merci aussi d'avoir tenté de nous expliquer, ce qui n'est pas évident quand on ne sait rien et quand il nous reste que le son finalement, de nous expliquer l'origine potentielle de ces phénomènes survenus à la machine en 1973. Merci enfin à Radio France pour nous avoir donné l'autorisation d'utiliser des extraits de votre entretien avec l'ex-adjudant Bernard Gilbert. Merci Philippe. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce podcast et à bientôt dans un prochain épisode d'In Tenebris.